Ok, tu as la main maintenant. Ok, merci beaucoup. Du coup, je partage mon écran. Un moment. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, je reçois bien ton écran. Ok, c'est bon. Bonsoir encore à tous. Euh, et franchement, merci beaucoup à ceux qui ont pu se connecter aussi tard à 3 heures du matin. Donc, juste pour faire un tour rapide de ce que nous avons vu dernièrement, nous avons fait principalement des exercices sur les fonctions. Et comme on disait en fait, une fonction est un bloc d'instructions qui permet de résoudre un problème. Et l'avantage avec une fonction, c'est qu'elle est répétitive, ce qui fait qu'on peut la réutiliser autant de fois que nous voulons pour accomplir certaines opérations. Bon, là, je peux prendre cet exemple de fonction qui prend un mot en paramètre et retourne le pluriel de ce mot en ajoutant S si le mot ne se termine déjà pas par S ou en retournant ce mot si le mot se termine déjà par S. Et on peut le tester. Là, j'entre un mot simple, disons tomate. Et là, ça me retourne tomate avec S. Et si j'entre là directement voisin, par exemple, là, j'ai voisin avec S. En fait, vous voyez, c'est la même fonction que je réutilise à de nombreuses reprises. Là, je peux mettre patate. Et là, j'ai patate avec S. Donc, c'est ça le principal avantage des fonctions, c'est que ça nous évite d'avoir à réécrire la même série d'instructions pour pouvoir accomplir certaines tâches supposées être répétitives. Est-ce que, avant d'avancer, vous avez des questions sur les fonctions? Est-ce qu'il y a des concepts que vous n'avez pas compris? Bien, tout est OK. Jusqu'à là, ça va. Avançons un peu. OK, génial. Du coup, je vous avais donc laissé un exercice à faire. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de faire. J'ai reçu euh, Paul. l'exercice de Enoch. Vous avez pu le faire? Non, j'ai commencé, mais je n'ai pas pu arriver à la fin. C'est pourquoi j'ai décidé. Ah, d'accord. Bon, du coup, bon, on va le faire ensemble rapidement. Après, je pourrais partager avec vous la solution d'Enoch qui également est pas mal. C'est vrai qu'il y avait besoin de quelques optimisations, mais c'est déjà très bien. Mais en fait, quel était le but de l'exercice? Là, nous avons une liste des votes des candidats aux élections présidentielles, que ce soit le Cameroun, les États-Unis, le Congo, n'importe quel pays. Ici, Trump, Trump, Biden, Trump, Trump, Biden, Trump, Biden, Biden, ainsi de suite. Et l'objectif, c'est d'écrire une fonction qui va nous retourner le nombre de votes obtenus par chaque candidat. Et l'avantage d'une fonction, justement, c'est que cette même fonction pourra être réutilisée pour tous les pays. Et c'est comme ça que, généralement, on se sert des systèmes de vote. Les systèmes de vote, une entreprise va la fabriquer, mais elle sera réutilisée par plusieurs pays ou ces appareils qui fabriquent des passeports. Une entreprise fabrique un appareil qui est réutilisé par plusieurs pays. C'est un peu le but des fonctions. Du coup, dans ce cas, je vais donc écrire cette fonction et n'hésitez pas à intervenir, quoi. Appelons cette fonction résultat vote qui prend en entrée ma liste, je vais appeler ma liste vote. Maintenant, la première chose à comprendre, c'est que la valeur de retour est une liste. On désire retourner une liste ayant comme clé le nom du candidat et comme valeur le nombre de fois que ce candidat
le nombre de fois, le nombre de votes du candidat. Ça veut dire qu'au tout début, on doit initialiser ce dictionnaire. Le dictionnaire, pardon. Dictionnaire, donc, le résultat, qui est un dictionnaire vide. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Nous avons notre dictionnaire résultat qui est vide. Ce qui se passe, c'est que l'objectif, c'est de se promener dans cette liste. À chaque fois que nous rencontrons Trump, nous incrémentons son nombre de votes dans le dictionnaire. À chaque fois que nous rencontrons Biden, nous incrémentons son nombre de votes dans le dictionnaire et ainsi de suite. Donc, déjà pour itérer sur une liste, est-ce que quelqu'un peut me rappeler l'instruction qui est utilisée pour itérer sur une liste? Une idée? Est-ce que quelqu'un a une idée pour se promener dans une liste? For loop. Ouais, ensuite, là, on utilise la boucle for. Ici, on va faire for i in range étant m. Et bon, m en fait, bon, on peut directement faire range soit m. Ici, m égale len de vote. Déjà, on explique de quoi est-ce qu'il s'agit. Là, nous avons vote, qui est une liste contenant tous les votes des candidats. Len de vote nous donne la taille de la liste. Du coup, quand on fait for i in range m va nous permettre d'itérer de 0 à m-1. Du coup, range m va retourner 0, 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à m-1, c'est m vaut 10. Donc là, par exemple, range 8, ça va retourner de 0 à 7. Donc, quand on fait for i in range m, ça nous retourne de 0 jusqu'à m-1. Et là, ensuite, pour le moment, notre liste est vide. Et la fonction est censée être générique, ce qui veut dire que dans notre fonction, on ne doit pas retrouver de nom de candidat. On ne doit pas retrouver de Biden, Trump ou bien Bia ou qui que ce soit. Du coup, comment est-ce que cela va se faire? Excusez, Cédric. Oui, M ici, c'est la valeur de quoi? M, c'est la taille de la liste, la taille de la liste, parce qu'en fait, nous sommes censés nous promener dans cette liste. Et pour pouvoir se Ok. promener dans une liste en se servant d'une boucle, on a besoin de savoir où est-ce qu'on doit s'arrêter. Et généralement, on s'arrête au dernier élément de la liste. Et pour connaître le dernier élément de la liste, il suffit d'avoir la taille de cette liste. Comme par exemple, faisons ceci. Si j'ai une petite liste L égale, supposons que j'ai cette liste-ci, test. Là, j'ai cette liste L et j'aimerais savoir quelle est la taille de L. Pour avoir la taille de L, je fais len de L qui me retourne 3. Or, Ok. vu que la boucle for, on s'en sert pour se promener dans la liste, pour pouvoir aller jusqu'au bout de la liste, on a besoin de savoir exactement où se situe la fin de ma liste. Et c'est le rôle de cette instruction, en fait, dans M, ou bien faisons comme ça, nombre vote. Je vais appeler ceci comme ça, nombre vote, c'est mieux. Donc, la taille de ma liste me donne le nombre de votes. Et là, je parviens à itérer. Maintenant, on est dans la boucle for et l'objectif maintenant, c'est de compter le nombre de votes pour chaque candidat. Comme j'ai dit, une chose qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire, on ne doit pas avoir des noms propres, des noms de candidats dans notre fonction. Notre fonction est censée pouvoir marcher pour toutes les listes de candidats possibles. Ce qu'il faut faire, c'est que
si le nom d'un candidat n'existe pas encore dans la liste, bon, je vais l'écrire ici en texte plein et après, on va le programmer. Donc, on fait si non candidat absent du dictionnaire, je dis liste. S'il est absent, on rajoute dictionnaire. Donc, en se promenant dans la liste, par exemple, quand on aura fait Trump, arrivé à Biden, ce sera la première fois qu'on rencontre Biden. Ça veut dire que Biden n'aura pas encore été rajouté dans la liste des résultats. S'il n'a pas encore été rajouté, on doit le rajouter. Mais s'il a déjà été rajouté, sinon, incrémenter son nombre de votes. Je vous explique. Quand on prend cette liste, ici, notre dictionnaire est vide. Aucun candidat n'a encore été enregistré. Au tout début, nous avons Trump. On va regarder, est-ce que Trump a déjà été enregistré dans notre dictionnaire? Pas encore, parce que le dictionnaire est vide la toute première fois. Ce qu'on va donc faire, on va rajouter Trump dans notre dictionnaire. Là, il est maintenant enregistré. Prochaine fois, on arrive là. Est-ce que Trump existe déjà dans le dictionnaire? Oui. Dans ce cas, on augmente son nombre de votes. Après, nous passons là. Biden. Est-ce que Biden existe déjà dans notre dictionnaire de résultats? Non, parce que jusqu'à présent, on n'avait jamais rencontré de vote pour Biden. Du coup, là, on ajoute Joe Biden dans notre dictionnaire de résultats. Ensuite, on va Trump. Est-ce qu'il existe? Oui, on l'incrémente. Est-ce que Trump existe? Oui, on l'incrémente. Est-ce que Biden existe? Oui, on l'incrémente parce que Biden avait été trouvé ici, ainsi de suite. Donc, c'est ce que je vais transcrire ici. Maintenant, ça tombe bien, je vais vous montrer comment je travaille d'habitude en informatique quand je suis face à ce genre de problème. Déjà, pour revenir là, la première chose que je dois vérifier, c'est si le nom d'un candidat est présent dans un dictionnaire. Ça, c'est la première chose que je dois faire. Du coup, comment faire cela? Comment voir si le nom d'un candidat existe dans un dictionnaire? La première chose à comprendre, c'est que, en fait, comment est un dictionnaire? Un dictionnaire est divisé de deux éléments, est constitué de deux éléments, la clé et la valeur. La clé sera le nom du candidat et la valeur sera le nombre de votes. Donc, l'objectif, c'est de savoir si ce candidat est déjà présent dans un dictionnaire. En Python, on va traduire ça par savoir si une clé existe déjà dans un dictionnaire. Là, bon, moi, je viens juste là sur Internet, je dis vérifier si une clé est dans un dictionnaire Python. Vous voyez, là, il me propose déjà cela. Là, je peux prendre ce premier résultat. Comment vérifier si une clé existe dans un dictionnaire? Bon, là, ils expliquent un peu tout, mais en principe, voici ce qu'ils disent. Clé in dictionnaire. Dans mon dictionnaire s'appelle dictionnaire. Pour savoir si une clé existe dans un dictionnaire, c'est ça, l'instruction. Et comme vous voyez, cette instruction-ci, elle est même similaire déjà à ce qu'on voudrait faire. Du coup, je peux carrément juste recopier ça et revenir dans mon travail ici. Je fais if. Bon, je peux enlever ça, c'est pas obligatoire. Mon dictionnaire s'appelle résultat. Et ma clé, c'est le nom du candidat à la position I. Donc, ce qu'on fait, if vote I in résultat. Vote I. Lorsque I égale 0, vote de 0, c'est Trump. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que, en fait, ça aurait pu être comme ça. If Trump in résultat, est-ce que le nom Donald Trump a déjà été enregistré dans mon dictionnaire résultat? Si ça a été déjà enregistré dans mon dictionnaire résultat, ce que je vais faire,
j'ajoute juste son nombre de votes. Donc là, je fais résultat de vote I. Parce que vote I ici, c'est le nom du candidat. Résultat, c'est mon dictionnaire. Ça fait que résultat à la position de ce candidat. Donc là, ce sera à cet endroit-ci est égal. Qu'est-ce qu'on doit faire comme opération? Lorsque le candidat existe déjà dans la liste, si on trouve un nouveau vote, qu'est-ce qu'on fait comme opération? On doit incrémenter, je suis sûr. Voilà, incrémenter. Donc, la nouvelle valeur du nombre de votes serait égale à cette valeur plus 1. Mais else, si le candidat, c'est un nouveau candidat, si on est au tout début que Trump n'a jamais existé, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit juste créer cet élément dans le dictionnaire. Ça veut dire que l'élément n'existe pas encore dans le dictionnaire. Du coup, ça n'aurait pas de sens de l'incrémenter parce qu'on ne peut pas incrémenter un élément qui n'existe pas dans le dictionnaire. Du coup, il faut mettre cet élément égal. Égal à combien? Si on est ici et qu'on veut créer une entrée Trump, quelle sera la valeur qu'on va donner à un élément la première fois qu'on rencontre cet élément dans le dictionnaire? C'est 1. Voilà, 1. Parce que là, on l'a trouvé pour une fois. Et là, c'est tout. La boucle va itérer et à la fin, on retourne juste le résultat. Donc là, c'est tout le programme. Du coup, on va l'essayer. Pardon? Cédric, Oui? avant d'essayer, donc le 1, là, dit que c'est la première fois qu'on rencontre l'élément. Ouais, du coup, il prend un vote. Ah, il prend un vote. Ouais, c'est son premier vote en fait. C'est son tout premier vote. Ah, OK. Après, je peux ajouter même des prints ici pour nous aider après, à bien comprendre qu'on va l'exécuter. Je mets candidat de I. Donc, au tout début, ça nous dit quel est le candidat qu'on voit. Et après, ça nous affiche le résultat. Et là, j'affiche le résultat. En fait, c'est pour vous montrer comment est-ce que la liste va évoluer au fur et à mesure. Donc, ici, si on fait résultat égal, bon, on prend quelle liste? Je vais prendre la liste. Bon, la liste des noms est très longue. Je vais prendre une petite liste. Prenons une petite liste de candidats camerounais. Qu'est-ce que j'ai fait? Oui. Là, ici, je fais ça. Égal résultat. Et ma liste. Je pense que ça va marcher directement. Regardez, du coup, le tout premier élément, c'est BIA. Là, qu'est-ce qui se passe? C'est que ici, la toute première fois, on a BIA. À la fois, on a BIA 1 parce que la liste était vide. Après Camto, ici, on a BIA 1 et Camto 1. Ensuite, on a encore Camto, ce qui fait que ça vient ici parce que Camto existe déjà. Donc, BIA va rester 1, mais Camto va passer à 2. Ensuite, on a BIA à nouveau. Vu que BIA existe déjà, on sera ici. BIA qui valait 1, on va rajouter 1, ce qui fait passer à 2. Après, nous retrouvons le candidat Ndi. Ndi n'existait pas encore. Du coup, c'est ici qu'on est. Et ça passe à 1. Est-ce que c'est bon? Oui, Cédric, c'est bon. Mais il n'y a pas moyen d'afficher juste le résultat final. Il faut que ça affiche. Ça, c'était juste pour vous montrer Ah, comment c'est évolué. Ouais, parce que pour le résultat final, on doit faire ça. Dans la chambre. Au résultat. Désolé, j'ai pas.
Qu'est-ce que j'ai fait là? Résultat, vote, ma liste. Au moment, il y a un petit souci. Ah non, c'est résultat. Résultat, voilà. Il y a le résultat. Ouais, là, ça affiche ici. Et OK. on peut faire la même chose si on prend la liste d'Enoch. Et là, il a appelé liste vote. Donc, je mets la liste vote et j'exécute. Voici le résultat. Donc, vous voyez que la fonction s'adapte parfaitement Pourquoi hésite? aux Demande listes de pourquoi hésite. candidats que nous fournissons. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? S'il veut comment? Du quel poste? Oui, mais Cédric, avec ces systèmes trichés, c'est facile s'il s'agit de les faire pour les élections. Tricher dans quel sens? Non, parce que, vous voyez, je peux juste modifier la fonction pour que un candidat puisse avoir beaucoup de voix. Ça suffit. Ouais. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on développe des systèmes pour pouvoir compter les votes? Le programme sera quelque chose d'aussi simple que ça. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Les votes, généralement, ils sont faits déjà sur des papiers. Les candidats vont venir, ils vont prendre un papier, peut-être cocher le nom de leur candidat. Ce qui fait que quand on va passer ces papiers dans les scanners, il y a une sécurité à ce niveau. Les scanners, déjà, vont pouvoir identifier le bulletin de vote pour voir si c'est un bulletin de vote authentique, parce que très souvent, ils ont des symboles qui permettent d'identifier si le bulletin de vote est authentique. Mais aussi, le programme qui a été écrit va être audité. Donc, en fait, généralement, on va faire appel à des instituts indépendants pour auditer, regarder le programme pour s'assurer que tout est OK, qu'il n'y ait pas de tricherie dans le programme. On va tester à l'avance en passant différents bulletins de vote pour voir comment cela se comporte. Et un troisième point très important, lors des élections, on coupe l'accès Internet. Parce qu'avec un accès Internet, n'importe quel hacker peut se connecter au système et faire tout ce qu'il veut. Du coup, on coupe l'accès Internet. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles il y a eu pas mal de polémiques lors des élections américaines parce que apparemment, il y a certaines machines de comptage qui avaient accès à Internet et ça, c'est très dangereux, quoi. Mais généralement, le principe, c'est plus ou moins celui-ci. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, moi, je reviens par rapport à la question de mon ami là. Si, par exemple, comme nous, en RDC, on a utilisé une machine à voter là. Donc, je reviens à la participation de l'ami là. C'est pour dire que c'est facile pour manipuler les résultats à partir de ces programmes. Ouais, ça, c'est facile, justement. En fait, c'est pour ça que les programmes en eux-mêmes sont vulnérables parce que vous avez vu comment ça s'écrit. C'est très simple. Il suffit que euh, quelqu'un ici puisse faire là, je sais pas, résultat. Bien, égal. Bon, je vous montre comment est-ce que quelqu'un pourrait pirater cela. 10 par exemple, ce qui fait que bon, quand on fait les votes comme moi, il a 32. Donc ça, c'est possible, mais ce qui se passe généralement avec maintenant ce genre de système, c'est que avant qu'il ne soit utilisé pour les votes, il faut qu'il y ait des instituts indépendants qui vérifient le programme pour s'assurer que tout est OK. Il faut aussi qu'il y ait tout un protocole de sécurité pour bloquer l'accès Internet et que des observateurs indépendants soient toujours présents pour voir comment les choses se passent parce que effectivement, le programme en lui-même, lui seul est vulnérable, mais c'est tout le système autour, tout le protocole qui est mis autour qui permet de rendre euh, ce programme fiable, quoi. Parce que, ouais, ce n'est que le système auto qui permet de rendre le programme fiable. Et c'est pour ça que vous allez voir aussi très souvent dans des entreprises, ce qu'ils vont faire, c'est que là, OK, tous les emplois ont accès à Internet, mais l'entreprise
à l'extérieur, ils construisent quelque chose qu'ils appellent le firewall. Le firewall, c'est une sorte de muraille de sécurité informatique qui bloque toute attaque. Donc, toute attaque détectée est d'office bloquée à l'extérieur. Il y a quand même au sein de l'entreprise, il y a beaucoup d'autres logiciels qui analysent en continu toute information qui circule au sein de l'entreprise pour détecter la moindre activité malsaine. Et dès qu'ils détectent une activité un peu bizarre, ils bloquent tout. Ils bloquent tout. Ils coupent tout accès à Internet. Et maintenant, les experts vont maintenant venir se connecter et essayer de traquer ces activités-là. Donc, au final, un programme informatique en tant que tel, tout seul peut être très vulnérable, mais il y a des experts maintenant en sécurité informatique qui sont là pour pouvoir développer tout ce qui permet de sécuriser le programme en soi-même, quoi. D'autres questions? Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va attaquer les modules. Les modules, c'est un gros morceau. Et franchement, jusqu'à présent, il y avait dit ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est en gros plus ou moins tout ce qu'il y a à savoir pour pouvoir être à l'aise en programmation. C'est vrai, pour le moment, peut-être vous ne serez pas à l'aise, mais plus vous ferez des exercices en vous appuyant sur ces principes de base, plus ça deviendra facile. Mais vous pouvez considérer que vous connaissez déjà tout ce qu'il faut pour pouvoir effectivement faire de la programmation. Là, on va passer au module. Les modules, c'est en quelque sorte la partie la plus avancée. Pourquoi? Je vous explique en tout cas. J'ai 3 slides là-dessus avant qu'on passe à la pratique. Est-ce que vous voyez les slides? Oui. Du coup, en fait, qu'est-ce qu'un module? Un module est un ensemble de fichiers qui regroupent plusieurs fonctions qui ont été écrites par avance et qui sont prêtes à utilisation. Vous avez vu par exemple les fonctions min, les fonctions max. Vous n'avez pas besoin de réécrire ces fonctions parce qu'il existe déjà des modules pour le faire. Et l'avantage en Python, c'est qu'il existe un très grand nombre de modules. Nous avons par exemple NumPy, qui est un module qui permet d'effectuer des calculs de tableaux de données. Vous avez scikit-learn, qui est très utilisé pour faire de l'apprentissage automatique, du machine learning. Matplotlib, qui est un module qu'on utilise généralement quand on veut faire des visualisations graphiques. Bon, juste pour vous montrer un peu à quoi ressemble Matplotlib, j'étais un peu en train de regarder cela tout à l'heure. Vous avez le site de Matplotlib. Si on va sur exemple, vous pouvez voir les différents types de graphes qui peuvent être dessinés avec Matplotlib. Et en fait, vous pouvez avoir des graphes qui ont l'air simples, mais aller jusqu'à avoir des graphes beaucoup plus complexes. Et tout cela, ce sont des fonctions qui existent déjà. Ce sont des fonctions qui existent déjà en Python. Il faut juste apprendre à les utiliser. Et généralement, c'est même ça, je dirais, c'est ça le gros du travail en informatique. Je vous ai montré cet exemple avec le dictionnaire. Je voulais comprendre comment faire pour voir si une clé existe dans un dictionnaire. Je suis allé chercher sur Internet. Le gros du travail en programmation sera d'apprendre à utiliser ces fonctions, apprendre à utiliser ces modules. C'est ça généralement le gros du travail. Et moi particulièrement, moi principalement, je ne maîtrise pas tous ces modules, mais à chaque fois que j'ai quelque chose à faire, je fais exactement comme je vous ai montré tout à l'heure avec les dictionnaires. Et pratiquement, tous les programmeurs font comme ça, en fait. Quand on a une question, on tape sur Google, on trouve l'exemple, on vient, on l'applique. Donc, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Et là, à partir de... Pardon? Ça sera intéressant pour nous, pour moi, par exemple. Oui, là, ce sera effectivement très Je vais intéressant. essayer d'apprendre ça parce qu'il y a bientôt publication d'articles et consorts. Là, ça va être très intéressant, justement. Et pour cette partie-ci, même pour la suite, ce qui sera intéressant, c'est que si vous avez des cas d'utilisation sur lesquels vous travaillez au quotidien,
ce serait bien que pendant ces séances, qu'on travaille là-dessus. Comme ça, on pourra travailler sur des exemples qui vous sont familiers. Là, j'ai pris un exemple, j'ai inventé un exemple moi-même pour qu'on travaille là-dessus. Vous verrez, mais après, si vous avez d'autres exemples à vous, ce serait bien qu'on avance dessus ensemble. Du coup, pour aujourd'hui, je voulais qu'on explore la librairie Pandas. Pourquoi Pandas? Je vous ai parlé de NumPy, si je reviens là-dessus. Je vous ai parlé de cette librairie, NumPy, qui est une librairie, qui est un module. Qu'est-ce dit librairie? En fait, librairie et module, c'est la même chose. NumPy est un module qui contient des fonctions qui permettent de manipuler des tableaux de données. Mais aussi, Pandas fait exactement la même chose. Et l'avantage avec Pandas, c'est que c'est ce qu'on appelle high level. Qu'est-ce que j'entends par high level? Je vais vous montrer un exemple. Si je fais NumPy, si je vous montre un exemple de tableau NumPy, regardez juste cette partie-ci. Regardez juste cette partie-ci. Vous voyez comment il représente des tableaux. C'est assez bas niveau, quoi. Vous avez des crochets, des accolades dans lesquels vous avez des nombres. Mais si je fais Pandas Python, je vous montre un exemple. Voici un exemple de tableau en Pandas. C'est beaucoup plus compréhensible parce que vous avez des noms de colonnes, vous avez des noms de colonnes, vous pouvez avoir des noms de lignes avec des valeurs, contrairement à NumPy où vous n'avez pas de nom de ligne, pas de nom de colonne. Ceci dit, NumPy également est très puissant parce que justement, vu que c'est très simple, c'est très léger et ça permet de faire des calculs très rapidement. Mais Pandas, c'est beaucoup plus intuitif, beaucoup plus facile à utiliser. Ça fait très souvent penser au tableau Excel qu'on a l'habitude de travailler avec. Je vous montre d'autres exemples. Vous voyez, vous avez ceci, par exemple. Je ne sais pas si vous voyez, si vous parvenez à voir correctement ce que j'affiche. Oui. Ouais. Donc, vous voyez, c'est très lisible. Et même la manière de manipuler cela est assez intuitif. Dès le début, ça peut paraître un peu difficile, mais c'est assez intuitif. Ce qui fait que, bon, moi, je pense que vous aurez à utiliser beaucoup plus Pandas que NumPy, par exemple, à moins que vous utilisez une librairie qui exige de vous que vous manipuliez vos tableaux en Pandas, mais en NumPy, pardon. Mais la plupart du temps, Pandas sera largement suffisant. Moi, 90% de mes tâches en manipulation de données, je les fais en Pandas. Et le reste du temps, c'est soit dictionnaire, soit liste. Donc, déjà, vous avez vu à quoi ressemble un tableau Pandas. Ça ressemble en gros à une sorte de tableau Excel avec des noms de colonnes et des indices, des numéros de ligne. Maintenant, on va passer à la pratique juste pour s'amuser un peu. Avant cela, bon, je voulais vous montrer quelque chose. J'essaie de trouver ça. Désolé, je reviens juste en arrière, mais c'est par rapport à cet exercice-ci. Là, nous avons écrit la fonction, mais je pense que les dictionnaires fournissent une méthode, une fonction qui permet de faire ça en une ligne. J'essaie de trouver un peu. Python. Je vais vous montrer cela. Je pense que ça va être très intéressant pour vous. Ouais. Enfin, là, quand je vous montre là, c'est exactement comme ça que moi je travaille au quotidien en fait. Donc là, je mets juste ici et je vais vous expliquer.
Vous voyez, en fait, ça, c'est la puissance justement des méthodes, comme je vous disais. Il y a une librairie en Python qui s'appelle collection et elle contient une fonction qui s'appelle counter. Bon, là, je ne vous ai pas encore expliqué le from import, c'est ce qu'on est censé voir au niveau des modules, mais qu'est-ce qui se passe? Collection, c'est une librairie en Python et pour pouvoir utiliser une librairie, il faut l'importer. Maintenant, très souvent, les librairies peuvent contenir des fonctions et si on a besoin d'importer uniquement une fonction de toute une librairie, on peut faire de la librairie from, ça veut dire de la librairie telle, importer telle fonction. Du coup, notre librairie collection, nous importons la fonction counter et la fonction counter prend une liste en entrée et compte le nombre d'occurrences de chaque élément dans la liste et c'est ça qu'elle retourne en sortie. Et comme vous avez vu, le résultat que nous avons obtenu de notre fonction précédente, nous l'obtenons avec counter en une seule ligne. Donc, c'est ça la puissance des modules. Donc, quand on vous donne des problèmes, quand on va vous donner des problèmes, peut-être vous n'aurez même pas écrit des fonctions pour résoudre ces problèmes. Peut-être vous aurez déjà des fonctions qui existent et qui font bien le travail. Donc, c'est ça, quoi. Des questions pour ça? OK. Du coup, on retourne dans... C'est-à-dire, Pardon? Oui? oui, j'ai une question. Quand, par exemple, tu as un problème, comment tu fais pour savoir qu'il existe telle fonction qui est dans telle librairie que je peux utiliser pour pouvoir résoudre mon problème? Comment tu fais pour Exactement. ouais. Très bonne question, en fait. C'est ce que j'ai fait ici, en fait. Moi, généralement, au boulot, quand j'ai un problème, ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai allé sur Google, j'ai dit Python, compter le nombre d'occurrences dans une liste. Et quand je mets une liste au dictionnaire, c'est en gros compter le nombre d'occurrences dans une liste et enregistrer dans un dictionnaire. Du coup, j'ai juste tapé ça. Ça, c'était mon problème, n'est-ce pas? Et quand je tape cela, j'ai plusieurs résultats. Et quand j'ai cliqué sur le premier résultat, quand je lis le document, je vois que celui-ci, il dit qu'il est nouveau en programmation Python et il a une question simple. Il dit qu'il a cette liste et que comment faire pour pouvoir transformer cette liste en dictionnaire, en un dictionnaire dans lequel on pourra compter le nombre de fois que chaque fruit est rencontré. Là, c'est la question. Stack Overflow, au fait, je ne sais pas si vous êtes familier avec, mais Stack Overflow, c'est un forum où on rencontre pratiquement tout en programmation. Tous les problèmes que vous allez rencontrer sur Terre en programmation, quelqu'un l'a déjà fait probablement sur Stack Overflow. En passant par Google, vous allez retrouver. Donc là, la personne pose son problème. Et quand vous voyez 202 ici, ça veut dire qu'il y a 202 personnes qui ont trouvé cette question pertinente, en fait. Là, je viens, il y a 8 réponses. Je tombe sur la première réponse. Celui-ci dit qu'il existe counter pour cette tâche. Et il montre comment ça existe. Maintenant, comment est-ce que c'est que counter est une fonction de la librairie collection? C'est par rapport à la manière dont il a fait son import. Je vais vous montrer comment les modules fonctionnent plus tard. Mais en gros, quand il fait from quelque chose import ceci, ça veut dire que là, il s'agit d'un module et ici, il s'agit d'une fonction du module. Et lui, ces trois flèches-ci, ça veut dire que c'est lui qui les a écrits. Et ici, vu qu'il n'y a pas trois flèches, c'est le résultat final. Donc, lui, ce qu'il fait après avoir importé cette fonction, là, il passe juste sa liste dans la fonction counter. Vous voyez, counter, parenthèse, il a passé une liste. Et en output, ça retourne ce qu'il recherchait. Et là, en bas, en fait, vous allez voir des gens vont commenter. Ici, il y a une autre personne qui propose une solution. Cette solution est un peu similaire à ce qu'on a fait. En fait, vous allez voir, il y a plusieurs personnes qui proposent différentes solutions. Il y a aussi ceci, default dig. Mais au final, généralement, ce qui est intéressant, c'est de voir le nombre de votes quand vous regardez sur Internet. Par exemple, celui-ci, il a 297 votes. Ça veut dire que 297 personnes ont trouvé sa réponse pertinente. Là, 241, ainsi de suite, quoi.
Mais c'est comme ça généralement que je fais toutes mes recherches. Et je vais vous montrer encore, à partir de maintenant, je vais vous montrer comment je fais des recherches pour que vous puissiez également apprendre vous-même. Là, c'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à ça? D'accord. C'est juste que ça devient vraiment intéressant. Ouais, Très non, intéressant. là, c'est intéressant. Et vous verrez, vous allez vous rendre C'est très compte. séquillant. Pardon? Je disais que c'est très séquillant. Ouais. Paul, je t'ai cherché. Alors, vraiment, pardonnez-moi, je suis très loin de mon milieu naturel. Alors, des fois, c'est compliqué pour être au point. Non, il n'y a pas de problème. En fait, vous allez constater à partir d'ici qu'en gros, quand quelqu'un dit qu'il fait la programmation, c'est Google. En fait, c'est Google. Franchement, c'est Google. Avec tout ce que je vous ai montré là, si vous savez utiliser Google, vous pouvez résoudre tous vos problèmes. Donc, comme je disais, pour pouvoir importer, là, on sait qu'un module contient plusieurs fonctions. Pour pouvoir importer un module, très souvent, on fait import, nom de module ici, nom module. Et après, pour pouvoir utiliser ce module, je vais vous montrer après avec l'exemple de Panda, ce sera plus simple. Après, si peut-être le nom du module est trop long et vous ne voulez pas trimballer parce que qu'est-ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois que vous aurez envie d'utiliser ce module, supposons que ce module permet de calculer la somme des nombres. À chaque fois que vous aurez besoin d'utiliser ce module, vous allez faire nom module.somme. Vous voyez, ça peut être fatigant. Après, si vous voulez faire le max, vous faites nom module.max. Vous voyez, ça peut être fatigant de traîner cela. Ce qui fait donc que une autre alternative sera de faire plutôt ceci. Import nom module as nm. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au lieu de faire nom module, maintenant je vais lui donner un alias. Au lieu d'appeler nom module partout, comme ça a été le cas plus haut, je vais plutôt l'appeler nm. Ce qui fait que là, je vais faire nm.sum bien nm.max. Ouais, là, ça rend l'écriture beaucoup plus légère. Et aussi pour vous, ça vous casse moins la tête d'avoir à écrire à chaque fois des très longs noms. Ça, c'est comment on fait pour importer un module. Maintenant, si on veut importer une fonction, à un moment là, je mets importer. Maintenant, pour importer une fonction, importer fonction. Comment ça se passe? C'est comme je vous ai montré plutôt ici sur Counter. Ça va faire from nom module importer import ma fonction. Ce qui fait que vous pourrez faire directement ma fonction de suite. Or, si vous n'aviez pas fait ceci, vous aurez été obligé de faire, si vous aviez plutôt fait uniquement ceci, je vous montre. Si vous avez plutôt importé uniquement nom module, vous auriez dû faire nom module point ma fonction entre parenthèses opération. Donc, vous voyez que des fois, ça a son importance d'importer uniquement une fonction dans un module. Là, ça vous permet d'utiliser directement la fonction. Et aussi, c'est beaucoup plus léger en programmation parce que quand vous importez un module, ça veut dire que l'ordinateur va charger en mémoire toutes les fonctions pour qu'on puisse les utiliser. Ce qui fait que le programme est plus lourd. Or, quand vous importez une seule fonction, le programme est plus léger. Mais bon, pour être honnête avec vous, très souvent, on importe toutes les fonctions parce que importer une fonction à la fois, des fois, ça peut porter à... Ça peut nous embrouiller. Là, est-ce que vous avez compris déjà comment est-ce qu'on importe les modules? Est-ce que c'est clair pour tout le monde?
Si tout est OK, on va aller avec les exemples. Prends l'exemple de Pandas. Pour prendre l'exemple de Pandas, j'avais prévu ceci. J'ai un fichier CSV. C'est un peu comme un fichier. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un fichier CSV? Oui, c'est un peu comme un fichier Excel, quoi. C'est l'un des formats d'un fichier Excel. Exactement, ça s'appelle Comma Separated Value, CSV. C'est comme un fichier Excel. Du coup, on a un fichier qui s'appelle élection. C'est un fichier CSV qui prend paramètres, c'est un tableau en fait. Je sais pas pourquoi ma machine directement commence à ramer en tout cas. C'est un tableau qui a 4 colonnes. Le votant, le candidat, le votant, celui qui vote, par exemple, moi ou n'importe lequel parmi vous. Le pays pour lequel on vote, le nom du candidat qu'on a voté et l'âge de ce candidat. Du coup, là, nous avons des listes de résultats de vote. On peut mettre la 12, bon, c'est pas grave. Là, nous avons les différents votants, les identifiants des votants. Ici, ça s'appelle le numéro de carte d'identité, par exemple. Le pays de nationalité de ce votant, le nom du candidat qu'il a choisi et l'âge de ce candidat. Donc, c'est notre fichier. Ce qu'on voudrait faire, c'est pouvoir lire ce fichier et effectuer certaines opérations là-dessus. Ça, c'est un exemple d'exercice. Du coup, là, je suis fichier à un moment, je vais encore l'exporter en CSV. C'est juste comme j'ai un Mac des fois, c'est un peu délicat ceci, mais bon, ça va. Du coup, j'ai dans mon fichier CSV. Maintenant, là, Pandas, c'est une librairie parfaite pour effectuer l'analyse des données. Comment faire? J'ai mon fichier CSV, j'ai besoin de le lire en utilisant Pandas. Ce que je vais donc faire, je viens sur Internet, je tape. Vous préférez que je fasse en français ou en anglais les recherches? En français. OK. Je vais faire lire CSV. Mais aussi, la plupart des librairies en Python sont En anglais. Donc, ouais. Mais allons-y. Ouais, dès que je tape le résultat, ça me présente le résultat en anglais. Mais là, quand on fait lire CSV, Python, ici, vous regardez là, le site pandas.pydata.org. Ça, c'est le site Internet de la librairie Pandas. Donc là, quand j'ai cliqué dessus, ils disent déjà pandas.readcsv. Du coup, je viens là. Ils ont pandas.readcsv, pandas.readcsv avec les différents paramètres. Bon, là, c'est beaucoup de paramètres, mais que ça ne vous effraie pas parce que vous allez utiliser 2 ou 3 de ces paramètres. Qu'est-ce qui se passe? Je vais vous montrer un peu comment est-ce qu'on lit ces paramètres et après, on va vite passer dessus. Donc, Pandas, c'est le nom de la librairie. readcsv, c'est le nom de la fonction qu'on va utiliser. Le premier paramètre, c'est file path or buffer. Quand je lis ici, ils expliquent file path or buffer. Ils disent n'importe quel chemin acceptable, en fait. Que ça peut être un URL, ainsi de suite. Mais en gros, ça, c'est le chemin dans ton ordinateur où se trouve le fichier que tu voudrais lire. Ensuite, vous avez sep, le séparateur. Comme c'est un fichier CSV, vous savez que le séparateur, c'est une virgule, parce que CSV, c'est comma separated value, comma c'est virgule en anglais. Donc, le séparateur, c'est ici une virgule. Et bon, ils mettent plein de paramètres, mais bon. Là, je vais vous dire, vous n'avez pas besoin de tous ces paramètres. Les seuls paramètres qui vont vous être utiles, c'est le chemin où se trouve le fichier dans votre ordinateur, le type de séparateur, parce que ça peut être une virgule, ça peut être un point, ça peut être n'importe quoi. Et très souvent aussi, moi je vérifie, c'est header, names. Oui, très souvent aussi, ceci names. Names, en fait, c'est quoi? C'est le nom des colonnes. Parce que des fois, on va vous donner un fichier. Le fichier ne contient pas directement le nom des colonnes, mais vous pouvez l'ajouter vous-même. Donc, quand on lit ce document, ça peut paraître trop gros. Si vous n'avez pas le temps de lire ça, tout en bas,
d'habitude, il y a des exemples. Voici un exemple. Ouais, c'est très simple. Pandas.readcsv et mettre le nom du fichier. N'est-ce pas? Là maintenant, allons regarder encore un autre exemple de document. Je prends le tout premier vu que c'était le premier exemple qui était affiché. Je clique là-dessus. Comment lire des fichiers CSV en Python? Je lui ai dit, la solution la plus simple, c'est de faire ceci, PD. Qu'est-ce qui s'est passé maintenant là ici? Il a fait import pandas as PD parce qu'au lieu en fait d'écrire panda.readcsv comme ce qu'on nous montre ici, là vous voyez panda.readcsv, il va appeler pandas PD, il va donner cet alias PD. Et maintenant, il fait df. Df, c'est mon résultat, c'est où je veux stocker le résultat. Je fais pd.readcsv et là, dans les parenthèses, je donne le nom de mon fichier. En fait, ici, on donne juste le nom, puis le fichier est situé au même endroit. Et là, c'est tout. Là, c'est tout. Bon, ici, voici un autre exemple où il va donner le nom du fichier et le type de séparateur parce que très souvent, vous avez un séparateur qui n'est pas le séparateur par défaut. Le séparateur par défaut, très souvent, c'est la virgule. Et si vous voulez changer le nom des colonnes, vous pouvez utiliser useCalls. Donc, en fait, c'est très simple. On va prendre un exemple ici. Là, nous avons notre fichier élection. Moi, j'efface celui-ci. Nous avons notre fichier élection. Je vais le mettre quelque part. Je vais le mettre ici dans un répertoire que j'appelle data, juste pour rendre l'exercice un peu plus intéressant. OK, donc, on revient dans notre fichier. Là, on a besoin de lire le document. Notre fichier, c'est le fichier lesson1 qui se trouve ici. Maintenant, pour pouvoir trouver la position d'un fichier, c'est ce qu'on appelle position relative. Elle va être déterminée à partir de lesson1. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire à partir de lesson1, comment faire pour arriver à elections? On est dans lesson1, ça veut dire qu'on doit d'abord aller dans data, et dans data, on a election. Comment est-ce qu'on représente cela en informatique? Ici, je vais appeler chemin égal. Le chemin vers un fichier, c'est une chaîne de caractères parce que je veux décrire le chemin vers un fichier sous forme de chaîne de caractères. Peut-être vous serez familier avec ça. Vu que je suis dans le leçon, je dois d'abord donner, en fait, vu qu'il y a plusieurs répertoires, je dois donner ce répertoire data d'abord. Data. Ensuite, slash. Slash, c'est pour dire la prochaine étape. Prochaine étape, c'est ce fichier. Élection. Normalement, c'est élection.csv. C'est que mon ordinateur masque les extensions. Mais c'est data/élection. Et ça, en fait, ça, vous allez voir, ça, c'est très simple. Quand vous l'aurez fait 1, 2, 3 fois, vous allez le faire même les yeux fermés. Là, c'est mon chemin. Bon, je fais .csv, pardon. Maintenant, pour pouvoir le lire, je viens là, je copie juste un exemple. Je copie un exemple simple. Je viens là, je colle l'exemple. Maintenant, à la place de filename.csv, je remplace par chemin parce que c'est mon véritable chemin. Et séparateur, je mets virgule parce que c'est mon séparateur. Et ça, c'est pour lire. Mais on a besoin de lire notre fichier et le stocker dans une variable. La variable, je vais l'appeler, on peut l'appeler, je ne sais pas, vote égale ceci. N'est-ce pas? Je lance la lecture. C'est déjà bon. Après, bon, j'affiche juste mieux. Je vais vous expliquer ceci après. Et quand j'affiche, vous l'avez ici. Est-ce que vous avez compris? Oui, c'est tellement intéressant que reprenez d'abord. Très intéressant. Je vais reprendre. Je vais vous montrer comment ça marche. Donc, en fait, quand on veut lire un CSV, deux paramètres sont très importants. Pardon? Ouais, chemin. Oui, j'écoute. Je vais juste noter, mettre un truc là à côté.
Voilà. Chemin égale data. Donc, le chemin d'accès, quoi. Là, Oui, n'était-il pas intéressant, disons, fichier stocké, quand vous dites que c'est data, oui. Nous qui avons, par exemple, Windows, où nous avons plusieurs partitions, je me dis, là, est-ce qu'il faudra préciser l'emplacement là, du ouais, disque là? ça c'est une bonne question en fait. Il y a deux types de chemins. Il y a le chemin relatif et le chemin absolu. À un moment, je vais noter ça. Je fais un peu là, d'abord là. Chemin relatif. Quand on dit chemin relatif, c'est le chemin par rapport à où je suis. Je suis dans ce fichier lesson1. Et le fichier qui m'intéresse, c'est election qui se trouve dans le répertoire data qui est au même niveau que lesson1. N'est-ce pas? Du coup, comment est-ce que je fais? C'est que vu que c'est un chemin relatif, je vais essayer un truc avec vous, en fait. Je vais faire comme ceci. Données. Ici, je mets toi. Et là, maintenant, je mets ça dans ce répertoire. Supposons que je suis toujours là et j'ai envie de lire le fichier qui se situe ici. Selon vous, comment est-ce que je ferais? S'il faut déterminer un chemin relatif en partant d'ici, parce que comme j'ai dit, le chemin relatif part toujours d'ici. On va partir d'ici, considérer le répertoire qui est à mon niveau directement. Et juste entre parenthèses, le best practice, généralement, c'est une bonne pratique de mettre ces fichiers de données très souvent plus ou moins au même endroit que son programme, parce que si le fichier de données se trouve très loin, on se perd très souvent. On peut se perdre parce que si on ne sait plus où se trouve le fichier, on a du mal à le trouver. Mais quand le fichier de données est au même endroit que mon fichier Python, c'est plus facilement accessible. Du coup, comme je disais, c'est que là, j'ai mon fichier de programme et j'ai ma donnée qui se trouve à ce niveau. Comment, selon vous, je vais écrire ce chemin? Là, ça sera donné au lieu de data. Donner, Non, oui, allez-y, donnez-moi, dites, on va essayer de donner. slash, Mhm. sous répertoire, Répertoire, ouais, slash élection. élection. Et bon, là, je mets CSV parce que, comme j'ai dit, mon fichier cache des extensions. Et ouais, ça marchait. Ça, c'est par rapport au chemin relatif. Maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est le chemin absolu. Ici, vous avez vu, on a commencé par rapport à cette position, le 100. Mais le chemin absolu, ça veut dire que je commence par rapport au tout début de ma machine. Au tout début de ma machine. Et en fait, le tout début de ma machine, c'est loin là, vraiment à la racine. Généralement, dans les ordinateurs Windows, ce sera D, 2 points, slash. Un moment, je vais faire absolute. Je vais juste vous montrer comment, voilà. Voici comment cela se fera voici comment cela va se faire en Windows. Ça, c'est ce qu'on appelle le schéma absolu. Vous allez au tout début de votre disque dur et vous mettez à vous promener projet, Python, Coursera, intro, tutorial, jusqu'au fichier. Vous voyez, ce sera ça votre chemin. Je ne sais pas si ça répond à la question. Allô? Paul, mais moi, je pense que ça répond à la question, mais ici seulement, comme vous nous aviez dit, il faut seulement bien stocker ces données, c'est tout. Ouais, Ça peut résoudre beaucoup de problèmes. oui, parce qu'on peut se perdre. Quand les données sont à un endroit différent, on peut se perdre en fait.
Moi, je pense que dans le cas de Python ici, au lieu de commencer à, si vous voulez vraiment travailler, ramenez tous vos données dans mes documents. C'est tout, au lieu d'aller avec dans des partitions là-bas. Souvent, c'est plus simple de tout avoir au même endroit. Ça permet de mieux se retrouver, surtout que généralement, vous aurez un répertoire par projet et chaque projet aura sa source de données. Donc, c'est toujours bien que la source de données soit avec le programme. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, c'est dit que je voulais juste m'assurer que les choses sont bien fixées. C'est-à-dire qu'en termes de, quand on est relative path, on commence là où se trouve notre fichier, notre notebook, et le fichier, lui, là où se trouve notre notebook. Mais si c'est Absolument. absolute path, ou chemin absolu, on doit commencer depuis le disque dur, le disque dur sur lequel on est en train de travailler. C'est-à-dire que pour le cas, si on est par exemple, le son 1 se trouve sur notre disque C, on va commencer à partir du disque C et à mettre tous les répertoires jusqu'à là où se trouve le fichier que nous voulons lire, quoi. Exactement, exactement. C'est exactement ça. Okay. Après, il y a beaucoup d'autres subtilités, mais ce serait mieux des fois, ouais, que retenir ce relative path et absolute path parce que il y a d'autres subtilités. J'ai pas envie de vous montrer ça, ça va vous embrouiller plus qu'autre chose, mais c'est comme ça en fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on avance avec ceci? D'accord. Donc là, nous avons lu notre fichier. Après, je voulais essayer un truc en fait, juste pour voir ce que ceci fait, parce que je ne crois pas avoir déjà utilisé ce use call. Là, du coup, vous découvrez même avec moi. Que j'ai 4 colonnes. Ça ne marche pas. Un autre colonne. Je suis en train de tester, donc là, je teste juste. Ouais, en fait, ça, généralement, si votre fichier n'a pas de colonne, vous pouvez utiliser names pour donner des noms à vos colonnes. Parce que vous avez vu là, quand j'ai utilisé names, ça a considéré les noms de mes colonnes initiales comme étant des valeurs déjà de mon tableau, ce qui n'est pas le cas. Ouais, c'est juste ça que je voulais vérifier vos dons. Ça, c'est suffisant. Je vais mettre ajouter si pas de nom de colonne. Ceci. OK. Donc, voici notre fichier maintenant. Il y a une chose là, head. Quand on a ce tableau, votre c'est un tableau, le tableau peut être énorme. Et si le tableau est énorme, ça va être difficile de pouvoir visualiser tout son contenu. Et même, c'est même des fois très déconseillé de visualiser tout le contenu du tableau. Du coup, qu'est-ce qu'on fait très souvent? Ce qu'on fait très souvent, c'est qu'on visualise juste l'entête, les X premières lignes. Dans ce cas, pour visualiser les lignes, on se sert de la méthode head. Je vais vous montrer comment on fait pour trouver cela. Si je tape ici, supposons que j'ai envie d'afficher les premières lignes d'un tableau en pandas. Je vais mettre pandas, première ligne. Voilà, ils mettent pandas les fonctions essentielles. Là, je fais ça. Bon, je vais copier ça, me mettre dans le document au cas où vous êtes intéressé. Vous voyez, df.head permet d'afficher les 5 premières lignes de votre data frame. Vous pouvez aussi choisir le nombre de lignes que vous voulez afficher. Il suffit juste de préciser entre parenthèses. Donc, je lis ça, je viens dans mon document. Vote.head, je mets 3. Ça m'affiche les 3 premières lignes. C'est exactement comme ça que je fais très souvent. Je mets fonction
Donc, head, c'est une fonction. Ouais. Head, c'est une fonction. Et c'est une fonction qui va s'appliquer à notre data frame. Donc, notre data frame affiche le top 3. Donc, head, c'est une fonction. Après, ici, il y a plusieurs fonctions. Bon, les fonctions index, head, tail, shape, info, describe, and so on. Ben, il y en a plusieurs. Si je veux afficher les 3 derniers éléments de notre liste, je fais vote.tail de 3. Ça m'affiche les 3 derniers éléments de mon tableau, par exemple. Je vais visualiser les 3 premiers. Ici, visualiser les 3 derniers. Et une fonction qui est très intéressante des fois, c'est que quand on lit un tableau, on a besoin de savoir quelle est la taille du tableau. Et pareil, on peut faire pandas, on peut faire dimension. Comment obtenir la taille d'un tableau de données data frame? Je clique là-dessus. Et quand je vais venir, voici là, ils lisent le data frame. Et ils disent, on peut aller utiliser la fonction shape pour obtenir la taille d'un data frame. C'est comme ça que ça se présente. Du coup, moi, je dois rentrer dans mon document, faire mon data frame. En fait, généralement, le tableau s'appelle data frame en anglais. En fait, j'ai oublié de le préciser. Dans mon data frame, je reviens là. Je fais afficher les dimensions. Data frame. Ça fait vote.shape. Et on ne met pas, ici, on ne met pas de parenthèse. C'est un truc particulier, on ne met pas de parenthèse en fait. Mais vous verrez, quand vous allez regarder sur Google, vous verrez s'il faut mettre ou non les parenthèses. Donc là, ça me dit c'est un tableau de 12 lignes et de 4 colonnes. Là, vous avez des questions à ce niveau? Donc, en fait, shape, c'est un peu comme len. Oui. Lorsque on est avec les listes ou les dictionnaires. Ouais, ça va donner len de la ligne, len des lignes, len des colonnes, la longueur des lignes, longueur des colonnes. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, regardons encore un truc. Supposons qu'on voudrait afficher les candidats d'un pays, parce que là, nous avons le Cameroun et le Congo. On voudrait afficher uniquement, disons, les candidats du Congo. C'est pour ça que vous allez voir que les data frames, Pandas, c'est assez intuitif. Là, comme ça, vous ne saurez peut-être pas comment le faire, mais je vais vous montrer. Là, si je fais vote head, ça m'affiche tous les candidats. Maintenant, pour afficher les candidats du Congo, Pour afficher les candidats du Congo, il faut donc filtrer mon tableau uniquement sur le pays Congo. Comment ça se fait en Pandas? Bon, regardons ensemble, on va aller sur Google ensemble. Filtrer un data frame. Filtrer un data frame. À colonne? Bon, on fait par colonne, disons par colonne. Bon, on met condition par condition, oui, ça c'est bien. Ils disent comment sélectionner les lignes d'un data frame. Et là, je clique dessus. Bon, là, il va créer le data frame. Voici le data frame ici. Il a créé d'une autre manière. Il y a plusieurs manières de créer data frame. Là, il a créé ce data frame à partir d'un dictionnaire. Et maintenant, sélectionner la ligne en utilisant les conditions. Maintenant, ici, ils disent exemple, comment sélectionner les lignes avec sexe égal 1, peut-être des hommes ou des femmes. Donc, c'est mon data frame entre crochets, data frame sexe égal 1. C'est comme ça qu'ils font pour sélectionner pour filtrer un data frame en fonction des conditions. Dans notre cas, c'est par rapport au pays. Donc, dans notre cas, on va donc dire notre data frame vote entre crochets. Si vous vous rappelez, ici, ils avaient dit data frame entre crochets, data frame sexe égal 1.
Ici, on fait data frame en crochet, data frame. Maintenant, le candidat, le truc, c'est pays. Pays égal Congo. Vous voyez, là, je n'ai que les candidats du Congo. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Là, c'est bon. Tu as mis vote 2 fois au début, là. Pardon? Vote de vote. Les deux, Ouais. c'est les votes avec S. Je ne... Ouais, en fait, exactement. Ce qui se passe, c'est que si on vient dans notre exemple, on a le data frame même. Maintenant, on ouvre les crochets. Dans les crochets, on veut donc que dans mon data frame, il faudrait que prendre uniquement les personnes dont le sexe est masculin, par exemple. Oui. Donc, ça veut dire que dans mon data frame, j'applique cette condition sur mon data frame. Du coup, le programme va donc aller sur la colonne sexe, filtrer toutes les lignes où sexe égale à 1, retourner true pour cette ligne-là de manière à ce que ce data frame ne va afficher que celle-là. OK. C'est bon. Et parce que le résultat, en fait, on met data frame, on met encore data frame parce que le résultat, c'est en fait un autre data frame, quoi. C'est juste Oui. qu'on a filtré. C'est un peu comme sur Excel, lorsqu'on a filtré certains éléments sur une ligne ou sur une colonne. En fait, sur une colonne, on a toujours une version un peu simplifiée du tableau, quoi. Oui, on aura juste ouais, une colonne du tableau. Du coup, cette colonne du tableau-là, on essaie de chercher tous les endroits où le sexe est égal à 1 et on filtre. En fait, je vais vous montrer en détail comment ça marche. Ça, c'est assez intéressant. Maintenant, si on prend juste ceci à l'intérieur, vous allez voir ce que ça donne. Quand je fais ça, ça retourne des true, false, true, false, true, false. Pourquoi est-ce que ça retourne des true, false? Regardez, si j'affiche vote, le tout premier, c'est un Congolais. Le pays, c'est Congo, n'est-ce pas? Du coup, là, ce truc-ci, vote pays égal Congo va me retourner true. Le deuxième, Cameroun, qui n'est pas Congo, du coup, j'ai false. Troisième, qui est Congo, donc cette opération me retourne true. Quatrième, qui est Cameroun, cette opération va me retourner false parce que le Congo n'est pas égal au Cameroun. Donc, comme vous voyez, j'efface ceci, comme vous voyez, cette opération va me retourner true ou false en fonction de si ou non la ligne où on est vérifie la condition ou pas. Ce qui fait donc que cette expression, quand on la met là-dedans, elle va nous retourner les lignes du data frame où cette condition est true. Vous voyez, ça retourne la ligne numéro 0. Si vous regardez les indices des lignes ici, ça va retourner la ligne numéro 0, la ligne numéro 2, la ligne numéro 4, la ligne numéro 6, 8, 9, ainsi de suite, parce que vous avez 0 qui est true, 2 qui est true, 4 qui est true, 6, 8, 9, 10 qui sont true, ainsi de suite. Vous voyez un peu, est-ce que vous voyez comment ça marche? Oui, c'est intéressant, oui, c'est bon. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à ceci? Je me dis, on pouvait aussi placer un autre critère. Oui. Par exemple, si on veut afficher seulement les présidents qui sont plus âgés de 50 ans. Voilà. Là, pour placer plusieurs critères, voici le premier critère. Et en tout cas, allons regarder sur Google encore. Comme ça va permettre déjà de chercher. Vous voyez, juste après, un autre exemple en utilisant deux conditions. Là, on a la première condition. Ici, c'est le symbole « et » en programmation. Ça veut dire « et ». Donc, il faudrait que la première condition soit vérifiée et la deuxième condition également est vérifiée. Donc là, on a deux conditions. Chez nous,
ça équivaudra à faire ceci. On a cette condition qui est vérifiée. Et ça, c'est le symbole et. Je mets qui ont moins de 50 ans. Bon, ils ont tous plus de 50 ans, qui ont moins de 60 ans. Et ceci, un moment, bon, je vais faire en 2 temps pour que vous ayez tout ceci, candidat du Congo. Là, ça c'est ce qu'on avait fait maintenant, qui ont moins de 60 ans. Ici, on va mettre âge. Au lieu de mettre égal, on va mettre inférieur à 60. Et si j'exécute, ça va prendre que les fois on a Félix, quoi, tous les autres, ils sont âgés. Je peux mettre 63 ans, inférieur à 63 ans. Ça affiche ici. Là, c'est bon. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Non, c'est clair. Là, maintenant, je vais vous faire un dernier exemple après. Je vais vous donner un exercice par rapport à ceci. Suppose maintenant qu'on voudrait afficher le candidat le plus jeune. Pour afficher le candidat le plus jeune, de 1, on a besoin d'avoir l'âge le plus bas. Et une fois qu'on a l'âge le plus bas, on peut appliquer une condition. Donc ça, on va le faire en 2 étapes. Âge le plus bas. Et deuxième étape, c'est filtrer le data frame, l'âge. N'est-ce pas? Maintenant, pour avoir l'âge le plus bas, ça veut dire en programmation prendre la valeur la plus faible, la valeur minimum dans un data frame. Je reviens sur Google, je fais data frame minimum d'une colonne, data frame minimum of colonne. Bon, là, ils ont la fonction, s'ils ont cette fonction data frame min, tu peux cliquer là-dessus. Après, très souvent, c'est qu'ils ont plein de trucs ici. Mais un moment, bon, je vais taper, je vais chercher en français. Pandas, mettons Pandas. Voilà. Là, pour trouver le minimum d'une colonne particulière, là, je clique là-dessus. Ils me disent ici, je cherche. Pour trouver le minimum, de l'axe de la colonne. Donc ça, c'est le minimum de l'axe, en fait. C'est pas ça que je cherche, en fait. Voilà, ici, pour trouver le minimum d'une colonne particulière de data frame dans Pandas, nous appelons la fonction min pour cette colonne uniquement. Voici un data frame où on a 2 colonnes X et Y. Voici X et voici Y. Pour avoir le minimum de X, on doit faire data frame X min. Ça nous retourne le minimum de X. Donc, je copie juste ça. Je viens dans notre cas. On a besoin d'avoir l'âge le plus bas. Donc, on va faire vote. Ici, c'est âge min. Ici, je fais print. Ouais, âge minimum 57 ans. Là, on a déjà trouvé l'âge minimum. Maintenant, il faut filtrer le candidat sur l'âge. Pour filtrer, on fait exactement ce qu'on avait ici. Donc, c'est vote de vote âge égale means. Vous voyez, là, ça nous affiche Félix. Et là, je peux faire le plus âgé. Là, on a fait le plus jeune. Et là, je peux faire la même chose pour le candidat le plus âgé. Ici, au lieu de min, on aura max.
C'est pour le bien. Vous voyez? Ce qui fait que si on voulait faire ça en écrivant des fonctions, ça aurait été beaucoup plus long. Mais une fois que vous avez un module comme Pandas, ça devient très rapide, quoi. Est-ce que vous avez des questions? OK. Non. Parce que tout Il est faut bon. maintenant manipuler pour Exactement. vraiment Exactement. maîtriser ça. C'est la seule chose à faire généralement avec les modules. En gros, c'est que c'est juste l'habitude. C'est juste l'habitude. Du coup, je vous propose peut-être qu'on s'arrête là. Là, je vais vous envoyer ce fichier avec des questions. Je vais vous poser des questions également et vous allez jouer toujours en vous servant de Google pour essayer de trouver des réponses. J'avais d'autres questions ici, j'ai un l'âge moyen. Bon, ouais, bon, après, je vais vous expliquer ça la prochaine fois. Les trucs, j'ai l'âge moyen des candidats, l'âge moyen par pays, des trucs de ce genre. En fait, je vais vous envoyer ce fichier, envoyer le fichier élection. Vous allez prendre le temps de jouer avec. Et ouais, et vraiment pratiquer, quoi. Et si vous avez d'autres idées de cas d'utilisation, vous les ramenez la prochaine fois. Quand la prochaine fois, on continue avec Pandas, avec des exemples que vous aurez, vous, des exemples qui vous parlent. Et là, comme ça, la fois suivante, on pourra s'attaquer à d'autres modules. Bon, Pandas, c'est le module que je maîtrise le mieux, parce que c'est celui que j'utilise le plus. Mais bon, vous avez vu comment je fais avec Google. C'est comme ça que je fais avec tous les modules. Donc, si vous voulez, on peut attaquer d'autres modules, même si c'est que je ne les connais pas. On cherche ensemble sur Google, quoi. Donc, voilà. D'autres questions? Non, je pense que c'est vraiment très, très, très intéressant. Vraiment, merci beaucoup, Cédric. Et je pense que c'est pour ça qu'un de mes défis, c'est vraiment de vulgariser la langue anglaise en Afrique. Et aussi, je crois que l'exercice 1 sur les élections nous ont permis de voir qu'il faut vraiment qu'on commence à enseigner l'informatique et surtout la programmation à nos enfants dès le bas âge, parce que c'est quand dans une société, il y a très peu de gens qui comprennent les logiques informatiques et la programmation. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer sous leurs yeux et ils ne sauront pas ce qui se passe, quoi. Effectivement, ça c'est vrai. Vous savez, Cédric, moi, merci vraiment avec tout ce que vous enseignez ici parce que j'ai réalisé que tout, c'est de la programmation. Presque tout ce que nous faisons, c'est il y a des jeux que je joue. Quand je regarde avec ce que vous êtes en train, moi, j'ai dit non, on a juste programmé que dès que je clique ici, ça doit faire ça et qu'on sort. Et puis, les enchaînements se font automatiquement. Et Effectivement. comme venait de dire Georges, c'est très important aussi. Mais aussi, la programmation, j'ai discuté avec un ami ici. Il faut le faire aussi. Il ne faut pas seulement comprendre comment faire la programmation, mais il faut avoir un domaine particulier, c'est-à-dire que la programmation, par exemple, dans le finance. Et là, peut-être une personne peut très bien évoluer. Pourquoi j'ai dit ça? Par exemple, vous êtes programmeur, mais vous ne connaissez presque rien sur les équations, sur tout ce qui se passe en finance. Un financier te vient, il t'explique juste que j'ai besoin de ça, 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 ça. Vous aurez du mal à améliorer ça plus tard. Pourquoi? Parce que vous êtes un peu limité. Mais s'il est financier lui-même, il connaît la programmation, il peut faire beaucoup de combinaisons, il peut jouer avec ça pour avoir un résultat plus tard. Exactement. C'est pour ça que très souvent même, dans notre boulot, par exemple, quand on embauche un employé pendant les premiers mois, il va faire ce qu'ils appellent des sessions d'induction, principalement faire le tour des départements, comprendre ce qui se fait, essayer de maîtriser le métier parce qu'au final, la programmation, c'est un outil et on peut l'utiliser dans tous les domaines, dans les jeux vidéo. Quand on joue à FIFA, c'est la programmation. Même la VAR, leur outil au football là, qui ne fait que
aider les gens à tricher, là, c'est toujours la programmation, tous Même les feux de signalisation. Volcan, comme on fait ça dans les jeux maintenant. Là. Exactement. Tout ça. Les feux de signalisation, c'est de la programmation. Tout. Ce qui fait que ce que je vous ai montré là, ce sont les outils de base jusqu'à présent. Maintenant, tout ce qu'ils font, ils se servent des modules. Tout ce qu'ils font, ils se servent des modules qui existent déjà. Et bon, c'est vrai que maintenant, il faut être assez aguerri parce que des fois, il faut écrire des fonctions assez complexes, assez poussées, mais au final, c'est que de la programmation, quoi. Ça, c'est vrai. Bon, c'est ça. Du coup, ouais, je vais donc vous envoyer ceci et réfléchir vraiment à des questions. Bon, je vais commencer à les noter même là. Là, vous pourrez prendre le temps de réfléchir. Là, j'ai mis âge moyen des candidats. Ici, je mets aussi âge moyen des candidats par pays. Par pays. Là, le candidat ayant obtenu le plus de votes par pays. Ouais. Déjà, ces trois questions, je vais en rajouter si j'en trouve, mais ouais, vous essayez de réfléchir par rapport à ces trois questions. Je vous enverrai aussi d'autres exercices. Mais n'hésitez pas, comme j'ai dit, ce serait bien peut-être de pratiquer dans vos domaines. Si vous avez des jeux de données et des questions que vous aimeriez des fois, bon, si vous avez des questions que vous voudrez qu'on travaille dessus, vous proposez cela et on travaille dessus ensemble, quoi. Je trouve que ce serait peut-être l'idéal, ça va vous permettre de programmer dans votre domaine à vous. OK. Bon, je pense que là, c'est... Pardon? Non, non. Mais la troisième question, là, candidat ayant, vous avez oublié. Ouais. Même aussi, quatrième question, candidat. De vous la des trucs comme ça, quoi. OK. Du coup, je repasse la main alors. J'ai repassé la main. Il est en mute, j'espère qu'il est... Bon, je vois qu'il est en mute, j'espère qu'il est toujours là. Je disais merci Cédric pour ce soir et merci chers amis d'avoir été là aussi. Donc on va essayons de pratiquer parce qu'avec programmation, on n'apprend qu'en pratiquant. Donc on va essayer de se retrouver samedi pour échanger sur tout ce que nous avons vu ce soir et les jours passés. Et puis on espère que la semaine prochaine, on pourra... Cédric va nous dire les jours où il est disponible et puis je vais vous communiquer pour que nous puissions continuer. D'accord. OK. Bonne soirée à tous. Merci, bonne soirée. Je vous envoie la vidéo tout à l'heure. Merci bien. OK. Bye bye.